Thanks, Ken Delaney and Vaughn Hilliard are covering this developing story since we've been on the air, and I want to share this update to their reporting. They report that Deputy FBI Director Dan Bongino is considering leaving his job after this heated confrontation with Attorney General Pam Bondi over his frustration with how the Justice Department has handled the Jeffrey Epstein files. That's according to a person who's spoken with Bongino and a source familiar with Bongino and FBI Director Kash Patel's interactions with Bondi. Quote, il existe des moments où des décisions formelles modifient de manière perceptible le fonctionnement attendu des institutions. Certains événements prennent de l'importance non pas en raison de leur issue immédiate, mais en raison de ce qu'ils révèlent sur la manière dont le système réagit lorsque ses propres limites sont mises à l'épreuve. Le 18 décembre 2025, le juge chargé de l'exécution de l'action civile pour fraude financière intentée contre Donald Trump a ordonné le paiement immédiat de 364 millions de dollars, sans échelonnement, sans délai supplémentaire et sans possibilité de négociation. L'audience s'est tenue au tribunal d'État de New York à Manhattan et la décision a été transmise directement à l'équipe de défense de l'ancien président qui, selon des sources proches, attendait une audience technique visant à définir les délais et les calendriers de paiement. La décision a toutefois rompu avec les attentes et établi un nouveau degré d'exigence dans la conduite des litiges à fort impact impliquant des personnalités publiques. En ordonnant l'exécution immédiate du jugement, la justice new-yorkaise a non seulement réaffirmé le contenu de la condamnation, mais a également signalé sans équivoque que le temps des manœuvres procédurales était révolu. L'origine de l'action remonte à l'initiative du procureur général de l'État de New York, dirigé par Letitia James, qui a accusé Trump et la Trump Organization d'avoir artificiellement gonflé la valeur des actifs financiers au fil des ans, afin d'obtenir des avantages indus auprès des institutions bancaires. Selon le dossier, cette pratique aurait permis d'obtenir des prêts à des conditions plus favorables, tout en renforçant une image de solvabilité qui ne se fondait pas sur les registres réels. Le jugement de première instance a été rendu en février 2024 et a fixé une amende de plus de 500 millions de dollars, accompagnée de restrictions opérationnelles, notamment l'interdiction pour Trump d'exercer des fonctions de direction dans des entreprises enregistrées dans l'État. En appel, le montant a été réduit à 364 millions, mais les motifs de la condamnation ont été intégralement maintenus. Le tribunal a réaffirmé qu'il y avait eu fraude systématique et que les actes commis dépassaient la limite de ce qui pouvait être interprété comme de l'optimisme entrepreneurial ou une erreur comptable. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité aux résultats immédiats de l'audience. Le refus du tribunal d'ouvrir des négociations sur les délais ou les modes de paiement a transformé la sentence en un instrument de pression directe, non seulement sur les actifs financiers de l'ancien président, mais aussi sur sa capacité d'action entrepreneuriale, politique et juridique. L'avertissement explicite selon lequel toute tentative de dissimulation de biens ou de non-respect de l'ordonnance judiciaire pourrait entraîner des mesures coercitives, y compris des sanctions pour outrage, a introduit un nouveau niveau de tension dans le processus. Bien qu'il soit encore limité au domaine civil, l'utilisation potentielle d'instruments généralement associés au domaine pénal, tels que l'emprisonnement pour désobéissance, a renforcé l'impression que le tribunal est prêt à utiliser tous les outils à sa disposition pour garantir le respect de la décision. Ce type de position n'est pas courant dans les actions de cette nature, surtout lorsqu'il s'agit de personnes dont les actifs sont difficiles à liquider immédiatement. Le contexte de l'audience a également contribué à souligner le caractère exceptionnel de la décision. Les informations diffusées par les médias spécialisés indiquent que la défense de Trump espérait discuter des possibilités de paiement échelonné, en recourant à des actifs immobiliers comme garantie partielle. Cette attente était considérée comme plausible, compte tenu de la complexité liée à la conversion d'actifs, tels que des immeubles commerciaux, des terrains de golf et des propriétés résidentielles haut de gamme en valeur liquide disponible. Cependant, le tribunal a rejeté ce raisonnement et a traité l'exécution comme l'étape finale d'un processus qui s'étend déjà depuis des années.
L'argument implicite dans l'ordonnance est que le délai pour trouver des arrangements financiers était déjà écoulé. À partir de ce moment, le non-respect de l'ordonnance ne constitue plus un défi technique, mais une infraction délibérée à l'autorité judiciaire. Cette position rompt avec les normes historiquement appliquées aux litiges de cette ampleur, où une certaine marge de flexibilité est présumée face à la difficulté matérielle de déplacer immédiatement des volumes financiers importants. Au lieu de cela, le tribunal a choisi d'appliquer de manière stricte le principe de réparation intégrale, tout en étant conscient des implications politiques, opérationnelles et en termes de réputation de cet acte. Le langage utilisé lors de l'audience, qualifié par les médias spécialisés d'assertif et de concluant, a clairement montré que le tribunal interprète la résistance de la partie défenderesse comme un élément supplémentaire à contenir et non comme un facteur justifiant une prolongation du délai. Ainsi, l'événement cesse d'être une simple étape juridique pour devenir un moment d'inflexion institutionnelle avec des répercussions qui dépassent le cadre du procès lui-même. Outre les implications directes pour l'ancien président, la décision a eu des effets sur la perception publique de la relation entre la justice et le pouvoir économique. Dans les milieux juridiques et universitaires, cet épisode est déjà considéré comme un tournant dans la compréhension de l'applicabilité des sanctions civiles aux accusés de haut rang politique. Le lien direct entre la condamnation pour fraude comptable et l'exécution sommaire de la sentence témoigne d'une volonté institutionnelle de ne pas faire de distinction entre les accusés en fonction de leur prestige public ou de leur influence. Pour les analystes qui suivent l'affaire, le message transmis par la Cour est que la structure judiciaire est disposée à affirmer son autorité même face à des personnalités qui, pendant des décennies, ont opéré avec une grande marge de manœuvre stratégique et une rhétorique d'impunité. Cet ensemble de facteurs contribue à ce que cet épisode soit interprété comme quelque chose de plus qu'une simple exigence de paiement. Il représente la manifestation concrète d'un consensus entre différentes instances judiciaires de New York sur la gravité des faits reprochés à Donald Trump. Même si l'affaire reste circonscrite à la sphère étatique et à la juridiction civile, son exécution rigoureuse reconfigure les paramètres d'attente concernant le comportement des institutions face aux transgressions financières attribuées à des acteurs politiques. La nature abrupte de l'ordonnance, l'absence de concessions procédurales et la menace de mesures punitives en cas de non-respect ont visiblement modifié le paysage juridique et politique, suggérant que, au moins dans ce cas, le report stratégique a atteint ses limites. La décision de la justice new-yorkaise, bien que centrée sur une procédure civile de nature étatique, a pris une dimension nationale en raison de la manière dont elle interagit avec différentes sphères du système institutionnel américain. L'épisode concernant l'ordre d'exécution immédiate du jugement contre Donald Trump ne peut être compris isolément. Il émerge à la croisée de multiples procédures judiciaires, pressions politiques, questions éthiques et disputes sur les limites de la responsabilité patrimoniale des personnalités publiques. Depuis le début de la procédure, le procès a été interprété par certains secteurs du pouvoir judiciaire et par des observateurs spécialisés comme un test de la capacité des institutions à appliquer des sanctions de manière équitable. Indépendamment des antécédents politiques, de l'exposition publique ou du pouvoir économique du défendeur. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'action du bureau du procureur général de l'État de New York, dirigé par Letitia James. Le ministère public a fondé son accusation sur une enquête documentaire approfondie qui a rassemblé des registres comptables, des témoignages internes et des audits indépendants. L'accusation portait principalement sur la pratique systématique de gonflement de la valeur des actifs, dans le but d'obtenir des conditions plus avantageuses auprès des institutions financières. Selon les arguments présentés, cette conduite violerait les règles de transparence fiscale et constituerait une fraude au regard de la législation de l'État. Le tribunal a accepté cette thèse et a rendu un jugement sévère, non seulement en termes financiers, mais aussi en ce qui concerne les restrictions imposées au fonctionnement de la structure entrepreneuriale associée à l'ancien président. La convergence des acteurs institutionnels dans cette affaire dépasse le cadre juridique.
Le jugement a eu des répercussions directes sur le débat politique national, en particulier en raison du moment où il intervient. Donald Trump reste une figure centrale dans les disputes internes du Parti républicain, en plus d'être un candidat déclaré à la présidence. Le déroulement du procès affecte donc non seulement sa situation financière, mais aussi sa viabilité politique. La tension entre les dispositifs juridiques appliqués et la lecture publique des événements remet en question les frontières entre légalité et légitimité. Surtout dans un environnement politique polarisé où les interprétations institutionnelles se confondent souvent avec les positions partisanes. Cette dynamique est encore plus évidente lorsque l'on observe l'accumulation des procès dans lesquels Trump figure en tant que partie intéressée. Parallèlement à l'affaire de fraude civile à New York, l'ancien président fait face à des poursuites liées à la rétention abusive de documents confidentiels, à la tentative de renversement du résultat électoral de 2020 et à la conduite d'initiatives privées avec des fonds publics. Chacune de ces procédures mobilise différentes instances judiciaires, réglementaires et administratives. La superposition de ces litiges crée un environnement de pression institutionnelle continue. La décision récente, imposant une sanction financière à paiement immédiat, accentue cette superposition et contribue à consolider la perception selon laquelle le système est en mouvement convergent à l'égard du défendeur. L'interprétation de cette convergence n'est toutefois pas unanime. Certains soutiennent que l'action coordonnée de différents organes et instances reflète une réponse systémique à des comportements considérés comme préjudiciables à l'intégrité institutionnelle. Pour ces analystes, l'accumulation des actions ne résulte pas d'une persécution, mais de la multiplicité des sphères touchées par les comportements attribués à Trump. Dans cette optique, ce que l'on observe, c'est le fonctionnement des mécanismes de contrôle et de responsabilisation prévus dans les structures démocratiques. Leur activation dépend de preuves techniques et de procédures formelles. La synchronisation entre les décisions judiciaires, les démarches administratives et les enquêtes législatives ne serait donc pas une orchestration, mais une conséquence de faits objectifs qui traversent différents domaines de compétences de l'État. D'autre part, les secteurs proches de la défense de l'ancien président soutiennent qu'il existe une sélectivité dans l'application des normes, aggravée par l'exposition médiatique et la place centrale de Trump dans le débat public. Selon cette vision, l'application rigoureuse de sanctions patrimoniales et l'absence d'espace de négociation indiqueraient un traitement exceptionnel, qui ne serait pas adopté dans des cas similaires impliquant d'autres accusés. Cet argument s'appuie en partie sur l'idée que les personnalités publiques sont confrontées à une pression institutionnelle distincte, dans laquelle la nécessité d'affirmer la crédibilité des institutions l'emporte sur la logique de l'équité procédurale. La critique, en ce sens, ne nie pas l'existence de comportements discutables, mais elle remet en question l'intensité de la réponse de l'État et les critères de proportionnalité utilisés. Ce différend interprétatif s'inscrit dans un contexte plus large de redéfinition des limites entre autonomie entrepreneuriale et responsabilité publique. Le cas de la Trump Organization, jugé sur la base de pratiques comptables, montre comment la gestion de l'image patrimoniale, lorsqu'elle est associée à des personnalités politiquement exposées, elle est surveillée sous un autre angle. L'utilisation d'actifs comme instrument de projection du pouvoir symbolique. Lorsqu'elle est déconnectée des données effectives du marché, elle peut constituer, dans certaines conditions, un type de manipulation institutionnellement sanctionnable. Le jugement ne s'est pas arrêté à des irrégularités ponctuelles. Il a mis en évidence un modèle de comportement financier construit au fil des ans, avec le potentiel de générer des distorsions systémiques dans l'environnement du crédit. La manière dont le tribunal a traité cette structure révèle également une interprétation spécifique du rôle des tribunaux d'État dans l'équilibre des pouvoirs. En imposant une décision ferme, avec possibilité d'emprisonnement en cas de non-respect, la Cour affirme son rôle de frein et de contrepoids, même face à d'anciens titulaires d'un mandat fédéral. Cette attitude réaffirme la logique fédérative américaine. Les entités infranationales ont la compétence d'agir de manière autonome en matière civile.
même lorsqu'elles impliquent des personnalités de renommée nationale. La jurisprudence étatique, dans ce cas, joue un rôle de premier plan. Elle montre que la responsabilité ne dépend pas exclusivement des sphères fédérales ou législatives. Cet aspect est souvent rappelé par les juristes, qui voient dans cet épisode un signe de maturité institutionnelle et de fonctionnalité du pacte fédératif. La convergence des enquêtes, des décisions et des débats autour de Trump relance également la discussion sur les critères d'éligibilité politique en cas de condamnation civile. Bien que la législation fédérale n'empêche pas automatiquement la candidature de personnes condamnées pour fraude, la présence de décisions définitives ayant un impact patrimonial significatif peut influencer à la fois le comportement des électeurs que la disposition des donateurs et des partis à maintenir leur soutien inconditionnel. L'incertitude juridique qui découle d'une exécution de cette ampleur affecte non seulement le patrimoine du défendeur, mais aussi l'ensemble des relations politiques, contractuelles et partisanes qui soutiennent son action publique. En termes pratiques, le risque associé à un candidat soumis à une pression judiciaire intense peut redéfinir le calcul coûts-avantages. Des alliés et des bailleurs de fonds, entraînant des mouvements de retrait ou de reconfiguration des alliances. Ce point est particulièrement sensible dans le cas de Trump. Son image politique est fortement ancrée dans le récit de sa réussite entrepreneuriale. L'ordre d'exécution immédiate remet non seulement en cause ce récit, mais compromet également la continuité opérationnelle des structures entrepreneuriales qui ont servi de base à sa carrière publique. Le blocage de l'accès au crédit dans l'État de New York, ajouté à l'interdiction d'exercer des fonctions de direction dans des entreprises locales, reconfigure les conditions d'activité sur le marché, même s'il parvient à contourner les exigences financières du jugement. Ce changement de scénario a des implications directes sur la manière dont il se présente à l'électorat et sur la viabilité des projets qui dépendent de la crédibilité économique. En ce sens, la décision judiciaire ne représente pas seulement la fin d'un processus spécifique, mais le début d'une nouvelle étape d'exposition institutionnelle. Elle marque la transition entre une phase de contestation de la véracité des accusations et un moment de concrétisation de leurs conséquences. L'exécution immédiate transforme un litige technique en un événement politique, avec des ramifications juridiques complexes. Ce faisant, elle replace le rôle des institutions étatiques au premier plan, de la médiation entre la conduite des entreprises et la responsabilité publique. Si vous appréciez les analyses qui relient les décisions institutionnelles à leurs impacts durables, nous vous invitons à suivre notre chaîne. Notre objectif est d'offrir du contexte, de la clarté et de la continuité sur les thèmes qui façonnent la politique américaine. L'ordonnance rendue par la Cour d'État de New York, en imposant le paiement immédiat de l'indemnisation pour fraude financière, a donné lieu à une série d'interprétations divergentes parmi les juristes, les analystes institutionnels et les observateurs politiques. Le caractère abrupt de la décision, sa sévérité sur le plan financier et la possibilité expresse de mesures coercitives, y compris l'emprisonnement pour non-respect, ont donné lieu à des interprétations qui oscillent entre l'affirmation d'une nouvelle norme de responsabilité et la perception d'un durcissement judiciaire motivé par des facteurs qui ne sont pas exclusivement techniques. Dans ce contexte, il n'y a pas de consensus consolidé sur la portée structurelle de l'épisode, ni sur les implications qu'il peut avoir pour la relation entre le pouvoir judiciaire de l'État et les personnalités politiques. L'une des interprétations qui a gagné du terrain parmi les constitutionnalistes soutient que la décision représente l'aboutissement d'une logique de responsabilisation qui s'est construite au fil de multiples instances et ne peut plus être considérée comme un événement isolé. Selon cette interprétation, le tribunal aurait agi dans les limites formelles de sa compétence et, en appliquant la sanction avec rigueur, il aurait réaffirmé les principes d'égalité procédurale. Pour les partisans de cette position, le fait que le défendeur soit un ancien président de la République et exerce encore une forte influence politique ne devrait pas constituer un facteur atténuant ni un élément de contention judiciaire. Au contraire,
L'importance symbolique de la fonction et l'impact que les actions du défendeur ont eu sur les structures institutionnelles renforceraient la nécessité d'une réponse claire, objective et immédiate. Une autre ligne d'analyse, plus prudente, suggère que bien que le fondement technique du jugement soit formellement correct, le moment et la forme de son exécution peuvent produire des effets secondaires sur la perception de neutralité du système judiciaire. Dans cette optique, l'imposition sommaire de l'ordre de paiement, sans ouverture à des négociations typiques dans des cas similaires, crée un précédent qui peut être interprété par le public comme un signal politique. Il ne s'agit pas, selon ces analystes, d'une critique de l'existence de la responsabilité patrimoniale, mais d'une réflexion sur les critères de proportionnalité et de raisonnabilité face à la notoriété du défendeur. L'anticipation du risque d'emprisonnement pour outrage, même si elle est juridiquement fondée, est considérée par certains comme une escalade rhétorique susceptible de compromettre l'image d'impartialité que les institutions judiciaires doivent préserver. Parallèlement à ces interprétations juridiques, certains secteurs de la sphère politique ont exploité la décision judiciaire comme un outil narratif, tant pour renforcer que pour contester leurs agendas respectifs. Les partis d'opposition à l'ancien président, en particulier au sein du spectre démocrate, ont commencé à mettre en avant cette décision comme une preuve objective que les allégations de malversation financière étaient fondées et ont été confirmées par plusieurs instances. L'argument utilisé est que, contrairement aux disputes rhétoriques ou aux accusations génériques, l'affaire de New York a donné lieu à un procès fondé sur des preuves documentaires, des analyses comptables et le droit positif, écartant ainsi l'idée de persécution politique. Ce récit cherche à associer cet épisode à une vision plus large de rétablissement de la responsabilité institutionnelle face à des écarts qui, pendant longtemps, auraient été traités avec indulgence. D'autre part, les partisans de Trump et les voix proches du camp républicain ont mobilisé cet épisode pour soutenir la thèse selon laquelle il existe un alignement entre certains secteurs du pouvoir judiciaire et des intérêts politiques adverses. L'exécution immédiate de la sentence, dans ce discours, est présentée comme une tentative de rendre financièrement impossible la candidature d'un éventuel candidat à la présidence et d'interférer de manière indirecte dans le processus démocratique. La rhétorique du lawfare, l'utilisation stratégique de l'appareil juridique comme instrument de dispute politique, a été invoquée comme structure interprétative centrale pour affirmer que des décisions comme celle-ci ne sont pas neutres, mais reflètent un contexte institutionnel contaminé par des disputes idéologiques. Cette interprétation ne nie pas l'existence du processus, mais remet en question la sélectivité dans son application et le moment où certaines sanctions sont imposées. Il existe également un troisième champ d'interprétation, situé entre l'interprétation juridique formaliste et la critique de la sélectivité institutionnelle. Ce groupe d'analystes estime que la décision judiciaire, bien que juridiquement défendable, place le système face à un dilemme fonctionnel. Comment garantir l'exécution d'une sentence d'une grande ampleur patrimoniale à l'encontre d'un individu disposant d'un capital politique et symbolique accumulé, sans que cela n'ait d'effet déstabilisateur dans d'autres sphères? Pour ces observateurs, le problème ne réside pas dans la décision elle-même, mais dans l'absence de mécanismes intermédiaires permettant une exécution progressive, contrôlée et publiquement transparente des ordonnances judiciaires dans les affaires très médiatisées. L'absence de protocole spécifique pour les exécutions de cette ampleur, avec une coordination interinstitutionnelle, finit par créer des zones d'ambiguïté qui facilitent à la fois la contestation publique et la perception d'arbitraire. Le scénario reste ouvert quant aux conséquences pratiques de la décision. La capacité de Trump à réunir, à court terme, les montants exigés par le jugement dépend de multiples variables, notamment l'évaluation des actifs, la liquidité réelle, les litiges parallèles concernant les biens enregistrés au nom de holdings et la disponibilité de lignes de crédit dans d'autres juridictions. Si le paiement n'est pas effectué dans le délai imparti, le tribunal pourra prendre des mesures de saisie, telles que des blocages, des ventes aux enchères judiciaires ou des interventions directes dans les entreprises du réseau Trump. En dernier ressort,
le non-respect de l'ordonnance peut entraîner une responsabilité personnelle pour outrage, y compris l'application d'une peine privative de liberté. Ces hypothèses, cependant, dépendent encore des actions ultérieures et de la manière dont la défense se positionnera face à ce nouveau scénario. D'un point de vue institutionnel, cette affaire relance le débat sur les limites de l'action du pouvoir judiciaire de l'État dans des domaines ayant de fortes répercussions politiques au niveau national. Bien que les États jouissent d'une autonomie garantie par la Constitution, l'application de sanctions susceptibles de compromettre l'éligibilité d'un candidat à la présidence ou la continuité des opérations commerciales à grande échelle soulève des questions quant aux effets indirects de ces décisions sur le système politique dans son ensemble. L'absence d'une instance unique pour traiter les personnalités publiques d'envergure nationale peut créer des déséquilibres entre les juridictions et donner lieu à des interprétations divergentes sur un même ensemble de faits. Ce point fait l'objet de discussions parmi les spécialistes du fédéralisme américain qui soulignent la nécessité d'un dialogue institutionnel plus intense entre les tribunaux étatiques et fédéraux, en particulier sur les questions qui dépassent les limites territoriales de l'affaire. Un autre aspect controversé est l'impact sur la réputation de la décision auprès de l'électorat. On ne sait pas encore clairement comment les différents segments de la population vont assimiler l'information selon laquelle Trump a été condamné pour fraude et contraint de payer immédiatement l'une des plus importantes indemnités de l'histoire récente de la justice civile étatique. Les enquêtes préliminaires indiquent une segmentation interprétative prévisible. Les électeurs déjà critiques à l'égard de l'ancien président ont tendance à renforcer leur méfiance, tandis que ses partisans les plus fidèles interprètent la décision comme un nouveau chapitre d'un prétendu siège institutionnel. Cependant, parmi les électeurs indépendants et indécis, la réponse reste incertaine. La perception que Trump est confronté à une pression juridique croissante peut soit susciter le rejet, soit éveiller la sympathie, selon le discours dominant et la manière dont les événements seront médiatisés au fil du temps. En ce sens, l'affaire reste dans un état d'interprétation fluide. Il n'existe à ce jour aucune interprétation unique quant à ses effets directs ou aux précédents qu'il établit. Ce que l'on observe, c'est une intensification du débat institutionnel autour de la responsabilité des personnalités publiques, du fonctionnement du système judiciaire étatique et des frontières entre légalité et légitimité dans l'environnement politique contemporain. En fonction des réponses qui seront apportées au cours des prochaines semaines, tant par la défense que par le système judiciaire, cet épisode pourrait s'imposer comme un jalon réglementaire. Ou, à l'inverse, comme un tournant dans la relation entre la justice et la politique aux États-Unis. Si vous souhaitez suivre la manière dont différentes institutions réagissent à des situations complexes comme celle-ci, inscrivez-vous pour continuer à recevoir des analyses fondées et continues sur les principaux mouvements de la politique américaine.